À mon avis, le futur, c'est vraiment que cette prépa mentale-là, elle soit complètement intégrée à l'entraînement des athlètes pour qu'elle bénéficie au mieux à leur performance, à leur bien-être et à leur longévité aussi. Ce qu'on va essayer de faire, ça va être d'entraîner un modèle d'IA à adapter la difficulté automatiquement et tout ça en live, en réel, dans l'application. Notre argument principal aussi, c'est que l'outil est personnalisable en fonction du profil de l'athlète, de son lien avec son coach, etc. Une expérience fluide, adaptée et qui te permet d'aller vers la performance le plus facilement et intuitivement possible. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léo Spisak. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Bordeaux, on est au Smart et on est accueilli par toute l'équipe de Neurathletics. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Camille. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que nous faisons ici finalement? Donc je suis chercheuse CNRS en neurosciences et spécialiste des neurotechnologies depuis plus d'une douzaine d'années. Et je m'intéresse notamment à comment est-ce qu'on peut utiliser ces neurotechnologies pour améliorer ou restaurer des capacités motrices. Donc sur des populations cliniques, des gens qui ont eu un AVC, qui ont la maladie de Parkinson, mais aussi avec les athlètes. Et donc ça fait que je m'intéresse globalement à comment des technologies et l'entraînement cognitif avec ces technologies peut permettre d'améliorer la performance des sportifs. Et puis au-delà de cette activité scientifique, je suis aussi directrice adjointe de ce lieu qui s'appelle le Smart, qui est une unité de service, un laboratoire si tu veux de l'Université de Bordeaux, qui a pour vocation à servir l'innovation, la recherche et la formation en sciences du sport et sciences du mouvement. Et donc avec tout ça combiné, mes activités en tant que chercheuse, mon envie d'entrepreneuriat, j'en suis venue à créer Neurathletics, cofondé avec Philippe Tour, mon collègue, qui est l'objet de nos discussions aujourd'hui et qui globalement est une start-up qui vise à outiller la prépa mentale au même titre que la préparation physique. Ok. Ce qu'on va faire, je pense que je vais te mettre le casque d'abord, comme ça pendant les explications, on se stabilise un peu. Je suis ton cobaye. Ben, allons-y. C'est un casque qui convient à toutes les têtes? Alors on a plusieurs tailles, mais normalement celui-là il convient à 90% des gens, on va essayer. Donc là on va juste se connecter au casque et vérifier la qualité du signal. On va commencer par faire un entraînement à l'imagerie motrice. Donc pendant cet entraînement, toi tu vas visualiser, tu vas t'imaginer un mouvement. Donc là, on va essayer de travailler la performance motrice. Donc on va choisir un mouvement, on va le faire ensemble. Par contre, toi, tu vas avoir deux types de feedback sur l'écran. Donc tu verras ce cerveau, donc ça c'est ton cerveau de profil, donc comme si je regardais là-bas. Tu vas avoir deux zones qui vont s'illuminer de couleurs différentes. À l'arrière du cerveau, en bleu, c'est la partie qui traite la vision. Donc ça va être quand si tu te vois ou si tu vois une troisième personne en train de faire du mouvement, c'est la partie qui va être le plus activée. Donc ça peut être utile quand on fait de la visualisation d'activation, quand on travaille la confiance, la tactique, etc. Au contraire, nous, quand on travaille la partie performance motrice, ce que tu vas vouloir faire, c'est activer la partie en vert ici, qui est la partie motrice du cerveau. Donc c'est cette partie-là qui est active quand tu fais le mouvement. Et donc ici, plus tu vas avoir d'intensité verte, plus tu vas activer cette zone-là. Et donc tout ton entraînement va être efficace. Pour activer cette zone-là, il faut vraiment que tu ressentes le mouvement, toutes les sensations qui sont associées. On appelle ça de l'imagerie kinesthésique, donc ça va être l'activation de tes muscles, le toucher, s'il y a une raquette, un ballon, etc. Vraiment tout ce que tu peux associer, mouvement des articulations, etc. C'est un outil qui est en lien, on va dire quasiment direct avec l'imagerie. En quoi ça consiste exactement ? Eh bien, le principe de base qui est à la genèse du projet, c'est de dire que aujourd'hui, on sait que l'entraînement cognitif, que ce soit via l'imagerie, l'entraînement attentionnel, etc., a un impact majeur sur la performance. Et malgré ça, c'est un outil qui reste encore assez peu utilisé finalement, notamment parce que on n'a pas d'indicateur ou de moyen d'objectiver cet entraînement cognitif. Et donc nous, ce que l'on veut faire, c'est complémenter cet entraînement cognitif qui est déjà potentiellement pratiqué via l'imagerie, via l'entraînement attentionnel, de l'outiller, de permettre grâce aux neurotechnologies de fournir des indicateurs de performance et de progression en temps réel. On va te paramétrer un entraînement. Service de tennis, ça te va par exemple? Ouais, ça me va. On va faire ça. Est-ce que tu as une idée à peu près dans ta routine de service, à peu près combien de temps ça dure? 10 secondes à peu près. Une dizaine de secondes? Tu me mets le niveau facile. Ouais, on commence facile au début et après on augmente. Si tu arrives bien, on augmentera le niveau de difficulté. Avant de commencer, on va faire ce qu'on appelle une calibration. Donc en fait, l'activité du cerveau de chacun au repos, elle est différente. Ton activité aujourd'hui au repos ou ton activité demain au repos sera pas forcément la même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ton activité pendant 1 minute pour savoir quel est ton niveau d'activation
au repos. Ça va nous permettre de comparer en fait après ton activité pendant l'entraînement à cette base qui était quand tu fais pas de tâches cognitives, que tu es simplement au repos sur ta chaise. Et c'est vrai que j'ai l'impression que l'imagerie ou la visualisation dans le langage du sport, c'est un mot qu'on entend régulièrement, même de la part d'entraîneurs qui n'ont pas forcément de notion particulière là-dessus. On va souvent entendre, allez, je sais pas, imagine-toi dans cette sensation, visualise-toi avec du positif. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous allez pouvoir vous rattacher en disant ok, vous utilisez déjà ce terme, donc nous on peut proposer un outil qui peut être en lien avec ça? Tout à fait. Moi, cette imagerie mentale, au sens large, je l'utilise beaucoup dans mes recherches parce que quand on travaille avec des patients qui ont un AVC, si on veut stimuler leur réseaux cérébraux moteurs, on va leur demander d'imaginer des mouvements. Voilà. C'est sur cette base-là que j'ai cherché un peu les spécialistes de l'imagerie et j'ai commencé à travailler avec Aymeric Guillot notamment, qui est sûrement le spécialiste de l'imagerie, notamment dans le sport. Et donc notre idée, ça a été vraiment à partir de cette pratique qu'est l'imagerie. Donc il y a différents types d'imagerie, l'imagerie technique, l'imagerie d'activation. On s'est intéressé à essayer de déterminer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fait ces différents types d'imagerie et pourquoi est-ce que ce qui se passe dans le cerveau va avoir un impact sur la performance. Donc tout ça, il y a beaucoup de littérature et Aymeric est sûrement le mieux placé pour expliquer pourquoi l'imagerie technique permet d'améliorer le geste, pourquoi la visualisation, l'imagerie d'activation permet d'être dans les meilleures conditions pour commencer un match. On a identifié, si tu veux, des motifs dans l'activité cérébrale liés à ces différents types d'imagerie. Et on a pu derrière nous proposer cette neurotechnologie qui consiste à mesurer en temps réel ce qui se passe dans le cerveau et à le montrer aux sportifs de manière à maximiser l'impact. Ok, je te coupe juste 10 secondes. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à liker ou à commenter, ça nous aide énormément. Allez, je te laisse avec la vidéo. Et dès qu'il arrive en haut, tu commences ta routine. Ok, très bien. Fin de l'essai. Phase de repos, tu vas avoir le cercle blanc de nouveau et on recommence. Ok, tu t'en sors très bien, donc je vais augmenter un peu le niveau de difficulté. Quelle place vous accordez à l'aspect scientifique et comment vous le mettez en avant? Clairement, c'est notre marque de fabrique. Je suis chercheuse à l'origine et j'ai longtemps hésité à me lancer un peu dans cette aventure entrepreneuriale, notamment parce que je me questionnais un peu sur à quel point c'est possible de garder cette intégrité scientifique quand on commence à commercialiser quelque chose. Et si aujourd'hui on a franchi le pas, c'est parce que vraiment on est convaincus et parce que les preuves scientifiques montrent qu'on a un impact significatif positif avec ce genre de technologie-là. Et les types d'entraînement que l'on propose, de l'imagerie, d'activation technique, l'attention, tout ça c'est basé sur ce qu'on appelle des neuromarqueurs, c'est-à-dire des activités cérébrales qui sont identifiées dans la littérature, via lesquelles on sait qu'on peut agir sur la performance. On continue au quotidien avec Mathieu, notre responsable scientifique, avec PH, notre stagiaire, mettre un point d'orgue à l'innovation scientifique, c'est-à-dire que Mathieu, il travaille sur comment est-ce qu'on va adapter le feedback que l'on donne en fonction du niveau d'expertise. Et donc tout ça, on a des modèles assez évolués qui nous permettent de savoir en fonction de l'expertise quel type de feedback explicatif, évaluatif on va fournir. Travaille sur la modélisation du niveau de difficulté qu'il faut adopter pour maximiser l'apprentissage grâce à l'IA. Salut Paul-Henri. Salut. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais pour Neurathletics? Yes, alors moi je suis en stage de fin d'études du coup avec Neurathletics. Je suis issu d'une formation basée autour de l'optimisation mathématique avec des gros axes autour de l'informatique et aussi de l'intelligence artificielle. Et du coup le sujet de mon stage ça va être en fait d'intégrer cette dimension d'intelligence artificielle chez Neurathletics. Et ce qu'on va essayer de faire, ça va être d'entraîner un modèle d'IA à adapter la difficulté automatiquement pour les utilisateurs. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est très expérimenté, qui a l'habitude de faire de l'imagerie motrice, de la focalisation intentionnelle, tout ça avec le neurofeedback, on va lui mettre une difficulté forcément plus dure qu'un débutant. Et donc le but, ça va être d'entraîner une IA pour qu'elle puisse adapter en fonction du profil de l'utilisateur et tout ça en live, en réel, dans l'application. Salut Antoine. Salut. Quel est ton rôle au sein de Neurathletics? Alors chez Neurathletics, je m'occupe de toute la partie expérience utilisateur, donc c'est-à-dire traduire des besoins terrain en fonctionnalité. Donc ça passe par de la co-création, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois avec les athlètes et coachs avec qui on travaille. Notre argument principal aussi, c'est que l'outil est personnalisable en fonction du profil de l'athlète, de son lien avec son coach, etc. Donc là, l'idée, c'est d'aller puiser les besoins dans plein de contextes différents, de réussir à tout centraliser pour faire une appli qui s'adresse à chaque profil, pour pouvoir après permettre une expérience fluide, adaptée et qui te permet d'aller vers la performance le plus facilement et intuitivement possible.
Dans un premier temps, Neuroathlétics, l'idée, c'est de s'adresser aux sportifs de très haut niveau. Okay. Mais on a pour idée plus tard, en fait, comme ça peut s'adresser à tout ce qui fait appel à une charge cognitive, tu vois. Donc, par exemple, des hauts responsables dans des entreprises, etc. Dans l'armée, tu vois, tous ces domaines-là. Là, vraiment, Neuroathlétics, c'est focus sur le sport de très haut niveau, mais on pourra s'élargir plus tard sur tous ces autres types d'utilisateurs et de problématiques. Super, je pense que tu étais presque à celui-là. Ok. Donc là, tu as fait tes 8 répétitions. Donc tu vois ton feedback, tous les quarts de seconde, on met à jour le feedback en fonction de ce qui se passe dans ton cerveau. Donc on compare à ta période de repos tout à l'heure. Et je sais pas quel le feedback tu as plus utilisé, quel a été un peu ton ressenti par rapport à ce que tu as vu là dans cette session. Là, je regardais plutôt le cercle. Ouais. Et en fait, au début, j'imaginais beaucoup en dissocier, mais sans faire exprès. Je me suis rendu compte à la moitié que je me voyais à la 3e personne. Ok. Et après, du coup, j'ai essayé de repasser à la première. Ouais. Et c'était un petit peu compliqué à chaque fois de remettre la même image. Ouais. Surtout d'un point de vue de temporalité, j'avais un peu des difficultés à être dans le réel du geste, en termes de timing. Ouais, dans le moment où tu finissais, c'était pas forcément le moment où... En fait, j'avais le bon rebond de balle, etc. Et au moment du geste, là, c'était un peu flou. C'était un peu... Il se passe plein de trucs. Pas assez précis, j'ai l'impression. Franchement, c'est pas mal pour une première session, là, ce que tu as fait. Tu t'es passé parce que c'est chez lui ? Non. Donc là, l'exercice, ça va être de choisir un point de focus, quel qu'il soit. Ça peut être ta respiration, ça peut être une image, vraiment ce que tu veux. Par contre, tu vas devoir garder ce point de focus et pas te laisser distraire par ce qui peut se passer dans l'environnement, les bruits qu'il peut y avoir dans le gymnase ou tes propres pensées. Vraiment de garder ce point de focus. C'est bon pour toi ? Ouais. Donc ton cercle blanc, et là tu te concentres dès qu'il arrive en haut. Ok. Donc là tu t'en sors très bien, donc on va mettre plus difficile. Camille, donc Neuroathlétics, c'est un outil qui est en lien, on l'a dit, avec l'imagerie. Qui dit imagerie, on va forcément parler à un moment de neurosciences. On sait qu'aujourd'hui, les neurosciences, c'est un sujet très large et il y a beaucoup de choses qui se disent autour des neurosciences. Il y a même eu la création du terme neuromythe, tellement qu'il y a eu de choses qui ont été dites, des choses vraies, des choses fausses. Quel est votre placement par rapport à tout ça ? Je pense que les questions que l'on a autour des neurosciences et du bien fondé, c'est des questions qu'on a dans toutes les sciences un peu émergentes. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de l'intelligence artificielle. Et dans tout ça, il y a des choses qui sont vraies, d'autres moins. J'aime bien, il y a un informaticien qui est à l'Académie des sciences, il s'appelle Gérard Berry, qui a une formule au sujet de l'intelligence artificielle que je pense qu'on peut adapter pour les neurosciences, qui est la question n'est pas si l'intelligence artificielle va prendre le pouvoir, mais plutôt, nous, en tant qu'êtres humains, quel pouvoir est-ce qu'on veut laisser à l'intelligence artificielle ? Et dans les neurosciences, c'est la même chose. C'est-à-dire que le progrès neuroscientifique, il est réel, qu'on a une meilleure connaissance maintenant du cerveau, des mécanismes cognitifs, psychologiques, neurophysiologiques, et que tout ça, ça apporte de la connaissance. Et après, il faut que nous, on soit capable de choisir à quel point on veut se reposer sur cette connaissance-là pour faire des choix. C'est-à-dire à quel point est-ce que l'on décide que les données dites objectives liées aux neurosciences ont plus de poids que des données subjectives liées à des mesures auto-rapportées ou la psychologie ? Il faut faire attention d'où viennent les sources et tout pour savoir ce qui est vraiment solide. Et après, il faut choisir ce que l'on fait de cette connaissance et comment on l'exploite au service, en l'occurrence, de la performance sportive, mais ça s'applique à n'importe quel domaine. Donc là, c'est ce que tu viens de faire en imagerie motrice. Ça, c'est ta performance moyenne par essai. Et puis ensuite, on peut aller d'essai en essai comme ça. Hop, donc là, c'était plus vers la fin. Donc en fait, suivant le mouvement que l'athlète travaille, on va pouvoir identifier au fur et à mesure des sessions des patterns. On va dire, fais attention, à ce moment-là de ton mouvement, tu as toujours un moins bon niveau d'activation. On a souvent reproché à la dimension mentale, en comparaison à la dimension physique, de ne pas avoir de data, de ne pas avoir de quelque chose de palpable, vraiment d'observable. Est-ce que Neuroathlétics serait peut-être un début, un premier pas vers le quantifiable ? Tout à fait, c'est notre objectif, de toute façon. C'est vraiment... Notre objectif, c'est de montrer que en fait, la prépa mentale, elle est sous-tendue par des phénomènes neurophysiologiques, cognitifs, etc., qui sont mesurables. Et on espère que grâce à ça, on va permettre aux prépas mentaux qui sont déjà convaincus de pouvoir mieux guider leurs athlètes. On va permettre au reste du staff et aux sportifs aussi de se rendre compte que voilà, il y a des choses vraiment physiques qui ont un impact certain. De manière ultime, ce qu'on aimerait, c'est décloisonner vraiment cette prépa mentale et dire que, en fait, il n'y a pas de raison que cette prépa mentale, elle soit souvent considérée comme un peu à part, ou on fasse appel à la prépa mentale quand on a un problème psychologique de bien-être. Pour nous, la prépa mentale, elle doit être complètement intégrée à l'entraînement parce que via l'entraînement cognitif, tu vas améliorer ta cognition, donc ton attention, ta concentration, etc.
mais tu vas aussi pouvoir améliorer ta capacité à gérer tes émotions, tes capacités motrices. À mon avis, le futur, c'est vraiment que cette prépa mentale-là, elle soit complètement intégrée à l'entraînement des athlètes pour qu'elle bénéficie au mieux à leur performance, à leur bien-être et à leur longévité aussi. Donc, en fait, on a une web app qui va permettre différentes choses. Donc, ça va vraiment être un outil de suivi de la performance. Donc, toutes les données de ton entraînement sont envoyées et analysées sur cette application. Et donc, tu vas pouvoir voir l'évolution de tes performances au cours du temps. En fonction de, tu peux choisir une planche de date, tu peux choisir quel type d'entraînement, un entraînement en particulier. Donc, tu vois, là, si je fais imagerie motrice et le service tennis, il doit y avoir que ton entraînement qui ressort. Ça, c'est l'entraînement qu'on vient de faire. Si toi, tu travailles ton service de tennis au cours de 20 sessions en 2 mois, par exemple, tu vas pouvoir voir comment ça évolue spécifiquement pour cet exercice. Ok. Et ensuite, tu peux aller voir plus précisément. Donc là, c'est la session qu'on vient de faire. Donc, tu vois, elle a déjà été analysée. Donc, tu vois, ça, c'est difficulté réelle ou difficulté zéro. Donc, tu as la moyenne par essai, la moyenne au cours du temps. Et ce que tu n'avais pas tout à l'heure, c'est cette carte d'activation. Donc, ça, c'est ton cerveau vu de dessus. On voit bien que, tu vois, donc là, tu as réussi à associer. Souvent, tu as cette dissociation entre visuel et kinesthésique, tu vois. C'est pas souvent les deux très verts en même temps. J'ai pu tester le bonnet. L'indication de Mathieu était qu'il fallait garder les yeux ouverts. Pour moi, je sais que j'ai plus de facilité les yeux fermés. Comment vous adaptez ça et quel est votre positionnement par rapport à ça? C'est un super retour terrain, c'est-à-dire que c'est clair que la plupart des gens qui font de l'imagerie, notamment en tant que novices, préfèrent le faire les yeux fermés parce que ça te permet de t'extraire de l'environnement autour et donc de mieux te focaliser sur ta tâche. Le truc, c'est que si tu fermes les yeux, forcément, tu peux pas avoir de feedback en temps réel. Alors, il n'y a pas que le feedback visuel. On pourrait très bien penser à un feedback plutôt auditif ou un feedback plutôt tactile pour te donner des indicateurs de performance. Mais le truc, c'est que dans la littérature scientifique, on montre que, en tant qu'être humain, on est beaucoup moins doué pour discriminer les informations auditives, tactiles que visuelles. Donc, ça nous demande une surcharge cognitive qui va nous décentrer de notre tâche d'imagerie. Donc, c'est pour ça qu'on préfère éviter. Ceci étant dit, du coup, le système, il peut complètement être adapté. Nous, ce qu'on conseille sur la base d'études scientifiques que l'on a faites, si l'athlète préfère commencer les yeux fermés, qu'il commence les yeux fermés. À ce moment-là, c'est le préparateur à côté qui a les indicateurs temps réel et donc qui peut le guider, même si lui, il a les yeux fermés. Et puis, au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances, c'est-à-dire que plus on y arrive, plus on va pouvoir ouvrir les yeux et suivre en temps réel ce feedback. Là, récemment, on a fait une étude. On regarde, si tu veux, l'impact de différents types de feedback sur la performance en fonction du niveau d'expertise. Pour le staff, tu vas pouvoir aussi gérer les entraînements ici. Imaginons que tu travailles avec un athlète, tu n'es pas forcément ensemble. En fait, ici, comme on a paramétré l'entraînement ensemble tout à l'heure directement dans l'application, en fait, toi, tu peux le faire depuis la web app. En fait, là, ce test, je vais pouvoir choisir à quel athlète je vais pouvoir les partager, tu vois. Donc toi, en tant que prépa mentale ou kiné ou prépa physique, en fait, tu vas pouvoir créer des sessions. Tu dis, si je travaille avec 15 athlètes, tiens, je vais partager à tel athlète, je vais lui partager telle session. Donc c'est un peu vraiment ton centre de pilotage où tu vois toutes les performances de tes athlètes et tu peux ensuite leur programmer des sessions en fonction de l'évolution de leur performance, rendre ça plus difficile, plus facile, etc. Il y a aussi une part on a un petit peu parlé en off, mais d'effet placebo qui peut être possible dans l'aspect de la préparation mentale, dans les neurosciences, etc. Quelle est toi ta vision là-dessus? Alors, l'effet placebo, dans la recherche, c'est ce qu'on appelle souvent des effets non spécifiques. C'est-à-dire que tu développes une intervention, ça peut être lié à de l'hypnose, à PNL, au neurofeedback, à n'importe quelle psychothérapie. Au final, tu as tous les effets non spécifiques qu'on appelle potentiellement placebo. Ces effets non spécifiques sont liés, pour le domaine du neurofeedback, à 2 grands aspects. Les aspects cognitifs, liés aux capacités attentionnelles, c'est-à-dire que rien que le fait de faire un entraînement par neurofeedback, c'est un entraînement cognitif qui va nécessiter que tu portes attention, concentration sur quelque chose. Et ça, en tant que tel, rien que le fait de porter cette attention, tu vas avoir des mécanismes qui vont se mettre en place et qui vont favoriser ton apprentissage. Et puis, il y a tout ce qui est lié aussi à la relation à la technologie, c'est-à-dire si tu es enthousiaste, si tu te sens en contrôle, agent vers la technologie, tout ça, ça va renforcer ton engagement et donc ton apprentissage. Pour maximiser l'efficacité d'une intervention, quand on parle de prépa mentale pour les sportifs, il faut maximiser les 2 types d'effets, c'est-à-dire que évidemment qu'il faut des effets spécifiques, mais aussi des effets non spécifiques placebo, parce que plus tu augmentes ces effets non spécifiques, plus tu vas avoir d'impact sur l'apprentissage et sur la performance. Et je pense qu'à partir de là, n'importe quel placebo est le bienvenu. Ce qui n'est pas bienvenu, c'est par contre si pour une intervention pour laquelle il y a les données scientifiques qui montrent qu'il n'y a pas d'effet spécifique, que c'est purement du placebo, je pense que là où ça pose problème, c'est quand on prétend faire cette intervention parce qu'elle est prouvée scientifiquement. Là, ça pose problème. Je m'interroge un peu sur la
la capacité d'imagerie de chaque athlète. Si tu as un athlète et qu'il a une mauvaise capacité d'imagerie, combien de temps il met avant de pouvoir vraiment réussir à... De manière générale, plus on est expert dans le sport qu'on pratique et plus c'est facile pour nous de faire l'imagerie kinesthésique. Donc souvent, il commence à un assez bon niveau, la plupart du temps, pas toujours. C'est la progression qui va être intéressante après derrière. Et en quelques sessions, on voit déjà des effets. On a une habitude pour terminer nos interviews et nos vidéos, c'est de laisser le mot de la fin à notre invité. Aujourd'hui, tu es l'invité, donc le mot de la fin est pour toi. Le mot de la fin, je pense que je commençais par dire merci à toi et à toute ton équipe de promouvoir la préparation mentale telle que vous le faites et à sa dimension très variée. On a des aspects psychologiques, cognitifs, émotionnels, moteurs aussi dans la prépa mentale. Et je trouve que vous rendez un grand service à la communauté et merci d'avoir eu la sensibilité et d'être venu nous voir. Superbe, merci Camille. Merci beaucoup à toi. On arrive à la fin de la vidéo, c'était un plaisir de pouvoir être ici au Smart à Bordeaux. Un grand merci à Camille et à toute l'équipe de Neuroathletics qui nous a accueillis aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.